Retour en Espagne de Guernica, le célèbre tableau de Picasso. Maître Roland Dumas, l'avocat de Picasso, raconte: le coût de la santé, cela ne touche pas que les Français. Ce soir, l'exemple de la Grande-Bretagne. Mesdames et messieurs, bonsoir. 20 millions de voitures doivent circuler sur les routes de France pendant ces quelques jours de fin juillet et début août. Aujourd'hui, les départs en vacances étaient encore relativement peu nombreux. En revanche, les retours de vacances sont plus qu'amorcés et ils ne paraissent pas être faciles. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Mais ce soir, je voudrais commencer par une révélation, je crois. L'un des tableaux les plus célèbres du monde, peint par un Espagnol et que les Espagnols n'ont jamais vu, va enfin leur être montré. Il s'agit du Guernica de Picasso, ce grand chef-d'œuvre de la peinture moderne que les Parisiens ont vu en 1937 lors de l'exposition universelle, mais qui depuis 40 ans se trouve aux États-Unis. Guernica a une histoire. Guernica, c'est même l'histoire. C'est le nom d'une petite localité dans la province de Biscaye qui fut sauvagement bombardée par la Légion Condor, c'est-à-dire par l'aviation d'Hitler, laquelle était au moment de la guerre civile espagnole 36-39 aux ordres de Franco. Guernica, ce fut un massacre, et c'est ce massacre qui inspira Picasso, dont le cœur battait, vous le savez, pour les Républicains. Nous avons avec nous ce soir Maître Roland Dumas, avocat à la Cour, qui a mené une longue négociation avec le gouvernement espagnol actuel pour faire venir le tableau en Espagne, dans des circonstances qu'il va nous révéler tout à l'heure. Mais en attendant, regardons le tableau lui-même, Guernica de Picasso. Un certificat de bonne conduite pour l'Espagne qui retrouve Guernica, le Guernica de Picasso, une immense toile de 7,80 m sur 3,50 m, réalisée en 1938 après 57 maquettes d'études. Guernica, c'est le plus terrifiant tableau historique du XXe siècle. Une épopée funèbre qui rassemble quelques-uns des thèmes des périodes précédentes, le Minotaure, la corrida, la statue antique brisée, une toile qui marque le début de la période la plus violente, la plus sombre, la plus tragique de l'œuvre de Picasso. Mais Guernica ne devait retrouver qu'une Espagne lavée de ses péchés, une Espagne démocratique. Picasso l'avait encore exigé dans son testament en 1973. Aujourd'hui, le gouvernement espagnol mérite donc Guernica, qui sera exposé en 1981 dans le musée madrilène du Prado. Les Espagnols, qui ne sont jamais allés à New York, y recevront enfin la plus grande et la plus belle leçon d'histoire. Maître Roland Dumas, ce tableau qui a été vu en 1937 à Paris, à l'exposition, se trouve depuis 40 ans aux États-Unis. Comment et pourquoi? C'est exact. Le tableau a été peint par Picasso en 1937, non pas en 1938. Il est exposé au pavillon espagnol. Il est parti tout de suite après pour les États-Unis, dans une exposition itinérante au bénéfice des républicains espagnols. La guerre est survenue et le tableau a été déposé en septembre 1939 au musée d'art moderne de New York. Il y est resté depuis. Et après-guerre, Picasso a repris contact avec les dirigeants du musée d'art moderne. Il y est resté jusqu'en 1968-69, date à laquelle Picasso a tenu à prendre un certain nombre de dispositions par écrit. Vous étiez l'avocat de Picasso. Que vous a-t-il dit? C'était pendant l'été de 1969, il y a donc à peu près 10 ans. Des rumeurs commençaient à courir selon lesquelles le gouvernement du général Franco réclamerait Guernica. Picasso m'a fait venir à Mougins et en présence de son épouse, nous étions tous les trois, en présence de Jacqueline, il m'a dit ce qui est important dans ma vie, c'est Guernica. Il n'est pas question que Guernica rentre en Espagne pendant que Franco sera vivant. Je lui ai demandé de préciser tout cela par lettre, j'ai préparé les documents, il les a signés. Alors il a dit que le tableau reviendrait en Espagne. Alors à quel il moment? a dit d'abord, premièrement, je confirme que le tableau appartient à la République espagnole. Il a dit ensuite, il ne pourra rentrer en Espagne que lorsque la démocratie sera rétablie. Et quand je lui ai posé la question de savoir qui pourrait en décider, il a regardé sa femme Jacqueline, il m'a regardé puis il m'a dit c'est vous. C'est vous. Voilà. Maître Roland Dumas, vous avez donc dû aller en Espagne et juger en votre âme et conscience du point suivant: la démocratie est-elle rétablie en Espagne, qui n'est pas une république, qui est une monarchie? C'est une monarchie, c'est probablement pas la démocratie telle que nous la concevons en France. C'est une monarchie dont la constitution rappellerait plutôt la constitution du 19e siècle en France. Mais je constate que si beaucoup de gens de l'ancien régime subsistent et sont en place dans la police, dans la justice, dans l'administration, il y a aussi une constitution qui fonctionne, un parlement qui est bien installé, avec une majorité et une opposition, des partis politiques qui sont légalisés, des syndicats qui exercent leurs activités, des élections générales qui ont eu lieu à tous les niveaux. Alors il subsiste des problèmes, le problème basque, le problème de l'amnistie politique générale, mais la démocratie est déjà sur ses bases.
Si rien ne vient la contrecarrer, eh bien, tout ira bien. Vous avez donc décidé que le tableau de Picasso pouvait aller en Espagne où on ne l'a jamais vu. Alors avant d'en venir à d'autres questions, Maître Dumas, je vous propose de regarder avec Bernard Benjamin ce qu'est devenu aujourd'hui la ville de Guernica et le souvenir qu'on y conserve des affreux massacres d'il y a 40 ans. Guernica, en plein cœur du Pays basque espagnol, la véritable patrie de ce peuple rude et farouche. Guernica sur lequel devait s'abattre la mort le 26 avril 1937. Par vagues de 3, ils arrivaient. Les uns larguant des bombes, les autres mitraillant tous les gens qui essayaient de se réfugier, de s'échapper avec tout leur bétail, leurs vaches et tout. Et puis il y avait des morts partout sur les routes. Ils sont arrivés à 4h10 et jusqu'à 8h ils ont largué leurs bombes. Et vous savez qu'un grand peintre, Picasso, a tiré un tableau de ce bombardement. Ah oui, je sais. Mais il faut que le tableau revienne ici. Parce que c'est un souvenir et puis parce qu'il nous manque. Tout le monde la réclame ici, cette toile de Picasso. On la trouve en réplique dans les bars, les restaurants et les marchands de tableaux, bien sûr, à côté d'autres œuvres de peintres inconnus représentant le bombardement. Alors dans cette ville où tout a été reconstruit, remodelé, où le combat politique pour l'Euskadi, pour l'autonomie de la province basque est partout présent, les 15 000 habitants de Guernica ont constitué une commission pour le 40e anniversaire du bombardement. Une commission qui est formée des principales forces politiques de la région et qui demande le retour de la toile. Le retour de la toile en Espagne, bien sûr, mais pas n'importe où. Tous les habitants de Guernica sont en effet formels. Le tableau de Picasso ne doit pas aller à Madrid. Il faut qu'il revienne tout simplement à la ville qui l'a inspiré. Où irait-il, maître? Le tableau reviendra en Espagne. Picasso avait été directeur du Prado pendant le gouvernement de la République. Son vœu profond était qu'il soit au Prado. Le Prado, c'est le Louvre de Madrid. C'est le grand musée. Des salles ont été aménagées, je les ai vues, car il faut loger non seulement le grand tableau, mais toutes les études et les esquisses qui l'accompagnent et qui sont merveilleuses. Et normalement, il ira entre Goya, la grande scène du 2 mai de Fusilamiento, de l'exécution, de l'occupation de Napoléon, et les grands tableaux de Velázquez. Donc, Picasso va trouver sa juste place entre les très grandes de la peinture espagnole. Comment arrivera-t-il du musée d'art moderne de New York en Espagne? Il faut prévoir 4 mois de travaux sur le tableau, c'est-à-dire il faut le rouler, il faut le préparer. Les techniciens de Madrid sont en rapport avec les techniciens du musée d'art moderne de New York. La grande rétrospective qui doit avoir lieu à New York se tiendra du mois de mai au mois de septembre de l'année prochaine. 4 mois de travaux. Nous serons donc en 1981 et il se trouve que c'est le 100e anniversaire de la naissance de Picasso, 25 octobre 1981. C'est autour de cette date que Guernica reviendra en Espagne. Vous serez à Madrid. J'espère. On essaiera d'y avoir nos caméras. Merci, maître. En France, plusieurs augmentations, le prix de l'essence, le prix de l'électricité et celui de l'argent. Donc le crédit sera plus cher aussi. Des explications par Pierre-Marie Pierry. Oui, d'abord les carburants, on s'y attendait. Vous savez que les augmentations de pétrole mettent, c'est l'habitude, 1 mois et demi à arriver jusqu'à la pompe. La dernière augmentation, vous vous en souvenez, la dernière augmentation de brut de l'OPEP, c'était le 28 juin. C'est donc pour très bientôt à la pompe à essence. Le comité des prix qui doit fixer la date exacte et le montant de la hausse va se réunir la semaine prochaine. C'est donc avant le 15 août, peut-être même dès le 7 ou le 8, qu'on va avoir une essence, un super à 3 francs, peut-être même un peu plus. Dans certains départements, vous savez que ce n'est pas le même prix dans chaque département, on pourra même dépasser 3 francs 5. L'électricité maintenant, le même comité des prix la semaine prochaine va se pencher sur ce prix de l'électricité. Là aussi c'est le pétrole qui commande à cause des centrales qui fonctionnent au fioul, vous le savez. La hausse est donc certaine, elle sera certainement supérieure à 6%. L'argent, enfin, l'argent aussi, c'est un produit, vous en avez besoin quand vous empruntez pour acheter une télévision, une automobile, et il devient lui aussi de plus en plus cher. Pourquoi? Indirectement, c'est encore une question de pétrole. Dans le monde entier, en ce moment, depuis quelques mois, l'inflation s'accroît et s'accélère, car le pétrole aidant, ce pétrole, influe sur l'inflation mondiale. Et pour essayer de la freiner, tous les grands pays, notamment les Américains et les Allemands, montent leur taux d'intérêt. Pour éviter de voir les capitaux s'en aller à l'étranger et le franc s'affaiblir, la France est obligée de suivre et la Banque de France a donc provoqué une hausse des taux d'intérêt l'une après l'autre. Les grandes banques passent de 9,45
à 9,75%. Cela, c'est le taux de base, le taux de référence. Bien sûr, pour vous et moi, les prêts aux particuliers, compte tenu des marges habituelles, c'est beaucoup plus cher. On en arrivera à tourner autour de 15% pour l'immobilier, le logement. C'est beaucoup. C'est beaucoup, et à frôler même les 20% pour les biens de consommation, vous savez, par exemple la télévision ou l'automobile. Alors les crédits aux entreprises vont monter aussi, ce qui est grave. Et c'est l'argent cher qui a sa double face. Cela freine l'inflation d'un côté, mais d'autre part, cela peut décourager la consommation des particuliers et aussi les investissements des entreprises. Vous voyez, le sentier entre menace de récession et inflation devient de plus en plus étroit. En revanche, la libération des prix de la réparation automobile n'interviendra pas le 1er août, contrairement à ce qui avait été annoncé. Les tarifs horaires de réparation ne devront pas être supérieurs à l'évolution générale des prix à la consommation, et l'engagement de modération, comme on dit, souscrit en avril par les professionnels de l'automobile avec le ministère de l'économie, sera poursuivi jusqu'à la fin de l'année. En Italie, le président de la République a demandé à M. Pandolfi de former le nouveau gouvernement. Avant lui, 2 personnalités ont échoué dans leur tentative et 3 autres ont décliné l'offre. M. Pandolfi a 52 ans, il est démocrate chrétien, c'est l'ancien ministre du Trésor. On le présente comme un technicien assez éloigné de la politique politicienne. M. Begin, Premier ministre israélien, est encore loin d'être guéri. Ses médecins lui demandent de continuer à observer un repos total si sa santé ne s'améliore pas. Voilà qui va créer de nouvelles difficultés en Israël. En Malaisie, l'afflux des réfugiés vietnamiens s'est considérablement ralenti depuis 8 jours. On pense qu'après la conférence de Genève, le Vietnam a commencé à appliquer les décisions qui furent prises à Genève, c'est-à-dire qu'il agit pour ralentir les départs hors de son territoire. Alors, selon l'Institut de sondage Harris, il y a 2 sondages. 71% des Américains doutent de la compétence du président Carter, tandis que 26% lui font confiance. Et je reviens à un autre sondage Louis Harris à propos des réfugiés. C'est un sondage très intéressant, publié par l'Express. Sur 1000 Français interrogés, 77% pensent que l'aide aux réfugiés du Sud-Est asiatique devrait être un important sujet de préoccupation dans le pays. Alors à la question, faut-il accueillir ces réfugiés, même s'ils risquent d'aggraver la situation de l'emploi, 50% répondent oui, 40% ne le veulent pas, et 10% ne se prononcent pas. Dernière question, seriez-vous prêt à donner pendant 2 ans 100 francs par mois pour aider une famille de ces réfugiés? 73% des personnes interrogées répondent non, et 21% répondent oui. Nous continuons aujourd'hui notre enquête sur la santé dans les divers pays européens. Tout au long de la semaine, nous vous avions déjà présenté lundi l'Italie, mardi la France, avant-hier la spéciale santé avec M. Barrot, hier c'était l'Allemagne fédérale, aujourd'hui voici la Grande-Bretagne avec un reportage de Claude Guénière. L'homme qui gagnera ce Grand Prix de Belgique est atteint d'un cancer. Il mourra dans un hôpital de Londres à 28 ans. Il s'appelait Gunnar Nilsson, il était suédois. Peu avant sa fin, en octobre, il mènera un dernier combat pour récolter l'argent dont l'hôpital a besoin. Sur son lit de mort, il offre son témoignage et reçoit un journaliste. Quand j'ai eu cette maladie, j'avais un très bon ami, le professeur Frank Faulkner, et il m'a dit que c'était en Grande-Bretagne que je recevrais les meilleurs traitements. Je suis venu ici et les docteurs se sont battus contre la maladie. Mais ce qui leur manque, c'est un bâtiment où tous les soins seraient réunis. Or, ils vont même fermer des services. Mais c'est affreux. Les conditions dans lesquelles ils travaillent sont terribles. Et cela me met en colère. En Suède, ils ont l'équipement et l'argent, mais ils n'arrivent pas au même résultat qu'ici. On peut vaincre cette maladie parfois, mais n'est-ce pas terrible qu'on échoue simplement parce qu'on n'a pas assez d'argent? C'est en 1942, en pleine guerre, quand les bombes allemandes frappaient la population, que les Anglais concevaient l'idée d'un service national de santé.
Le rapport propose un système d'assurance sociale qui garantirait à tous les citoyens et à leurs familles l'aide de l'État en cas de difficulté. La médecine était nationalisée en 1948 et la Grande-Bretagne était le premier pays du monde à assurer des soins médicaux gratuits à toute la population. C'est à la poste ou au commissariat qu'on obtient l'adresse du généraliste le plus proche de son domicile. C'est sur sa liste que généralement on s'inscrit. Et s'il ne plaît pas, il sera difficile d'en changer. Le système est administratif et impersonnel. Mais après tout, chaque médecin est qualifié et puis il ne demande pas d'argent. Il peut d'ailleurs aussi ne rien donner. Dans son cabinet, une affiche « Soyez prêts à quitter cette pièce les mains vides, sans ordonnance, un conseil est peut-être tout ce dont vous avez besoin ». C'est un des aspects de la médecine anglaise, ne pas céder aux clients qui exigent d'autant plus volontiers des médicaments qu'ils sont gratuits. L'encourager au contraire à surmonter lui-même les petits maux. En fait, le généraliste anglais est un barrage qui va prendre en charge les maladies sans gravité pour n'envoyer à l'hôpital, où sont les spécialistes, que les malades sérieux. La liste ne peut excéder 3500 clients. Il est payé au nombre d'inscrits et non pas de consultations. Conséquence, le généraliste qui s'installe ne va pas rechercher les banlieues aisées pour une clientèle riche, mais les zones où il y a peu de médecins. Les généralistes sont bien répartis sur tout le territoire. Ils sont en revanche médiocrement payés, 6 000 francs par mois en moyenne, après impôt, et travaillent beaucoup. La routine et la fonctionnalisation effacent les responsabilités et n'encouragent pas au zèle. Une consultation dure en moyenne 5 minutes. Les médicaments, si le docteur ne s'est pas contenté de conseils, seront aussi délivrés gratuitement. Mais au compte-gouttes. 2 pilules par jour pendant 6 jours ne font pas une boîte de vin, mais bien 12 pilules que le pharmacien va compter. Il n'y a pas dans les salles de bain britanniques de boîtes à pharmacie bourrées de médicaments. Ambulance, hospitalisation et soins sont encore gratuits, et les mêmes pour tout le monde. L'hôpital Saint-Thomas à Londres, le plus beau de Grande-Bretagne, élevé à la place de celui bombardé pendant la guerre, et qui ne sera jamais achevé. Il se prolonge dans les anciens bâtiments datant du siècle dernier. 1/3 des hôpitaux anglais a été construit avant 1900. Et puis la médecine aujourd'hui coûte cher, parce qu'elle fait appel à des équipements et des traitements sophistiqués. Il y a 30 ans, on faisait face aux maladies de la misère, tuberculose, rachitisme, infection. On doit traiter aujourd'hui les maladies de l'abondance, hypertension, diabète, cancer et maladies du cœur. Des traitements longs. Le budget n'y suffit pas. Et par exemple, 2000 patients attendent aujourd'hui une transplantation rénale ou un rein artificiel. Alors on s'interroge, faut-il poursuivre dans cette voie, raffiner sans cesse les soins, apporter l'espoir aux malades et gonfler les listes d'attente? La réponse aujourd'hui est non. Une greffe du cœur le mois dernier a coûté 600 000 francs. Elle a échoué, on ne recommencera pas. Il y a d'autres priorités. Et on va faire des choix. Grave pour certains, par exemple cet homme atteint de rhumatisme déformant, douloureux, qui conduisent à l'impotence et qui attend d'être opéré. Ça fait 3 ans que j'attends depuis la dernière opération. Ça fera 3 ans le mois prochain. Et évidemment, pendant ce temps, vous avez de plus en plus mal. Oui, ça va mal, de plus en plus mal. Et plus j'attends, plus il y aura de travail à faire. Mais pensez-vous que si vous étiez opéré, vous pourriez reprendre le travail? Ma foi, au moins j'aurai des chances.
Et c'est tout ce que je demande. Essayez. Voyez-vous, pour l'instant, je n'ai même pas le droit d'essayer. Du point de vue de l'État, quel est l'intérêt? Opérer ce malade avec des chances de le rendre à la vie active ou lui payer une pension d'invalidité? Il y a des renoncements pour raisons économiques qui coûtent cher. Le chirurgien, lui, a fait son choix. Avec ce malade et d'autres, il va attaquer en justice le ministre de la Santé pour manquement à ses devoirs. Il est possible de soulager réellement un malade qui souffre de rhumatisme articulaire déformant évolutif et douloureux. Et dans un service de santé qui fonctionnerait correctement, je devrais pouvoir dire aux patients que je reçois pour la première fois: je pense qu'une opération améliorerait votre état et je pourrais vous opérer dans 3 ou 4 mois. Mais à cause du manque de lits et du manque de salles d'opération, je reçois plus de clients que je ne peux en opérer et la liste d'attente grossit continuellement. Le National Health Service est peut-être devenu un appareil trop grand, trop lourd, dans lequel se perd l'esprit d'équipe. Et nous demanderons au secrétaire général du syndicat des médecins si la Grande-Bretagne ne risque pas de renoncer à des soins normalement pratiqués à l'étranger. Oh, je pense que ça c'est un très grand danger. Je pense sincèrement qu'il y a un très grand danger que notre National Health Service, qui a beaucoup de bonnes qualités, mais ça va finir assez bientôt d'être un service de grade secondaire pour des cas d'urgence seulement, et que les choses très avancées, très développées ne seront pas permis parce qu'ils seront très chers pour l'État de payer ce que ça coûte. Mais si je comprends bien, c'est un problème politique en fait. Oui, c'est un problème politique. La chose est que, comme nous disons en anglais, when you have scrambled the eggs, you cannot unscramble them. En français, je dis, quand vous avez fait une omelette, vous ne pouvez pas refaire les œufs. Et c'est très très difficile pour nos politiciens de rentrer au système que nous avions avant ou de changer le système fondamentalement. Alors, faut-il aujourd'hui, pour poursuivre la recherche et garantir l'application des derniers progrès de la médecine, renoncer à la gratuité? Beaucoup le suggèrent et demandent la participation du malade. Mais le public, lui, est attaché à un système qui, devant la maladie, la mort, la vie, est le symbole de l'équité et de la démocratie. Je vous rappelle une émission exceptionnelle ce soir, Apostrophe, chez Bernard Pivot, avec la participation en direct de M. Valéry Giscard d'Estaing. À ma connaissance, c'est la première fois qu'un chef de l'État vient dans une émission littéraire pour parler de son auteur favori. En l'espèce, il s'agira de Guy de Maupassant. Ne prenez pas la route demain. En tout cas, ne roulez pas si possible entre 15h et 21h. La circulation sera en effet très difficile. Empruntez les itinéraires bis, fléchés en vert par Bison Futé. Personnellement, j'aime bien les prendre. On couvre un peu plus de kilomètres, mais on se sent bien moins nerveux et c'est appréciable à l'arrivée. Aujourd'hui, pour partir en vacances, ça roulait bien. 2 secteurs seulement étaient chargés, la vallée du Rhône et le sud-ouest. Mais pour revenir de vacances, ça roulait sensiblement moins bien. Entre Valence et Lyon, aussi bien sur l'autoroute d'ailleurs que sur la nationale, nombreux bouchons et d'autres bouchons sur la nationale 10 avant et après Bayonne et plus au nord à Barbezieux. Ralentissement en Moselle et dans la région de Thionville. En ce qui concerne Paris, beaucoup de monde sur les périphériques et sur l'autoroute ouest jusqu'à Rocancourt. De toute manière, il en faudrait davantage que les ennuis de la circulation pour empêcher de partir ceux qui ont décidé de le faire, de filer vers les lieux qu'ils ont choisis. En ce qui concerne la pollution de certaines régions et de certains lieux, de grands progrès ont été réalisés un peu partout. Il y a cependant des endroits où la situation n'est pas parfaite. Un reportage à La Rochelle de Gérard Rinet. Des enfants, la mer, une image de vacances. Pourtant, il suffit de respirer et de se promener sur cette plage, située tout près de la vieille ville, pour voir qu'elle est malade de pollution. La mer roule des eaux boueuses, chargées de détritus. Interdite à la baignade il y a 3 ans pour pollution bactérienne, Rochelais et vacanciers continuent de s'y baigner, sans doute parce qu'il est difficile d'en apprécier les conséquences. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur, de cette interdiction de baignade ici sur la plage de la Concurrence? Moi, de toute façon, je suis Rochelais depuis presque 50 ans. Voilà le résultat.
Moi, ça fait simplement la 2e fois que je viens ici. On m'a dit qu'on pouvait se baigner. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je loue chez une personne, elle m'a dit que d'habitude les gens se baignaient. Enfin, vous ne pourrez pas dire que la plage est polluée, hein, regardez, en pleine forme. Et 49 ans, hein. Faut le faire. Non, il n'y a pas de risque à s'y baigner. Il serait beaucoup plus dangereux de consommer des coquillages, par exemple, qui vivent dans ces eaux, que d'y tremper son corps, de s'y baigner soi-même, tant il est vrai qu'à part quelques accidents cutanés, d'éruptions, de boutons ou de choses de ce genre, je ne pense pas que le fait de se baigner dans l'eau de la plage de La Rochelle se fasse courir un très grand risque. À l'origine de cette pollution, qui gagne maintenant l'ensemble de la rade de La Rochelle, le doublement de population depuis 25 ans et une formidable mutation touristique qui fait que la ville passe de 100 000 habitants à plus de 200 000 pendant l'été. Un accroissement difficilement absorbable par la station d'épuration malgré les millions investis pour son agrandissement. Conséquence, les eaux usées ne sont épurées qu'à 60% et rejetées dans la rade, alimentant ainsi la pollution bactérienne. De plus, la proximité d'une zone industrielle rejetant depuis plusieurs années, sans aucune réglementation, des déchets chimiques et surtout des matières radioactives s'accumulant dans les boues, n'a fait qu'aggraver dangereusement cette pollution. Ces boues radioactives, elles sont dans la baie, elles sont notamment dans le port que vous voyez ici. Et ce qui est parfaitement inadmissible, révoltant et scandaleux, c'est qu'il n'est même pas possible de savoir la teneur de ces boues et la gravité, disons, de cette pollution radioactive. Effectivement, il y a un problème de radioactivité dans la rade de La Rochelle. Et là, c'est la loi du secret auquel nous nous heurtons. Vous savez que toutes les mesures en matière de pollution de radioactivité sont faites par le CPRI, le Centre de protection contre les rayonnements ionisants. Mais les résultats de ces analyses sont pratiquement couvertes par un secret comparable à celui de la défense nationale. Et malgré tous les efforts que nous faisons, on ne peut pas avoir le résultat. Nous n'avons pas eu non plus de résultats auprès de la préfecture. Un silence qui ne peut qu'affoler la population. Des solutions ponctuelles existent pourtant. La municipalité a agrandi la station d'épuration et a aménagé une nouvelle plage de l'autre côté de la rade. Mais il faudrait aller plus loin et interdire tout rejet industriel. Dans l'affaire de l'enlèvement de Lelièvre, qu'on appelle le milliardaire de la Sarthe, la famille est parvenue à verser aujourd'hui une rançon de 6 millions actuels, c'est-à-dire 600 millions anciens, aux ravisseurs. Une voiture avait été, semble-t-il, spécialement prévue pour tromper la police pendant que la police la suivait. Ceux qui devaient verser la rançon ont réussi à joindre les ravisseurs. Sport, tennis, Coupe de Galéa, finale France-Tchécoslovaquie. Après la première journée, les deux premiers simples, 1-1, Noah a gagné son match, Lendl aussi. Football, le championnat de France division nationale a commencé hier. Voici l'analyse de cette première soirée. On prend les mêmes et on recommence. Strasbourg, Saint-Étienne, Nantes et Monaco, les 4 qui dominaient le championnat l'année dernière, ont affiché leurs prétentions dès la première journée en gagnant tous les 4 à l'extérieur. Strasbourg, le tenant, a battu Bordeaux 3-1. Bordeaux, qui avec 7 nouveaux joueurs, s'annonce malgré la défaite d'hier comme l'un des plus sérieux outsiders de ce championnat. Petite victoire et petit match de Saint-Étienne à Bastia 1-0. Les Stéphanois ont eu beaucoup de mal à triompher d'une équipe de Bastia qui a agréablement surpris. Nantes a commencé cette saison comme il avait terminé la précédente, par une victoire à Laval 2-0 cette fois, au lieu de 5-0 en mai dernier. C'est un bon début pour les tenants de la Coupe, coutumiers des départs laborieux. Enfin, le 4e européen, Monaco, est allé gagner 2-1 à Sochaux, a signalé encore une 5e victoire à l'extérieur, celle de Nîmes à Nice, et le match nul de Paris Saint-Germain à Lyon. A signalé aussi les débuts difficiles des deux promus, Lens et Brest, battus à Metz et à Marseille. 26 buts ont été marqués, ce n'est pas beaucoup, mais les meilleurs jouaient à l'extérieur où l'on marque moins qu'à domicile. Enfin, plus de 130 000 spectateurs ont suivi les 10 rencontres. 13 000 spectateurs, c'est une moyenne satisfaisante. Prochaine journée, vendredi 3 août.
Dimanche, je vous annonçais que le jeune Thierry Vigneron avait battu le record du monde de saut à la perche junior 5,52 m. Thierry n'aura pas gardé son record longtemps. Aujourd'hui, au Spartakiade de Moscou, Constantin Volkov l'a battu 5,55 m. Météo maintenant, voici les prévisions pour demain. Les brumes et brouillards formés en fin de nuit se dissiperont rapidement dans l'intérieur, mais plus lentement près de l'Atlantique et de la Manche. Ensuite, le temps sera ensoleillé. Il y aura toutefois des passages nuageux sur l'extrême ouest où on notera quelques orages. Les vents seront faibles et les températures maximales voisines de 30 degrés, atteignant parfois 35 degrés. En somme, il fera chaud. Notre édition est terminée. C'est Bernard Pradino qui vous donnera les dernières informations tout à l'heure. Demain, je vous rappelle, antenne de midi depuis Avignon, présentée par Jean-Claude Mangeot. Et si vous le voulez bien, nous nous retrouverons ici même à 20 h comme ce soir. Bonsoir, merci.